2025 touche à sa fin et je dois te dire un truc. Cette année a été intense, un vrai roller coaster. J'ai réalisé 43 shootings pour des entrepreneurs et des marques, des rues de Paris aux montagnes suisses en passant par les plages bretonnes. Je me suis cassé le pied. J'ai lancé une formation en 3 semaines, j'ai passé 245 heures à créer du contenu et surtout j'ai énormément appris sur le business, sur la photo et sur moi-même. Alors aujourd'hui, pas de bullshit. Je te partage mon vrai bilan d'entrepreneur et photographe. Ce qui a marché, ce qui a foiré et surtout mes intentions pour 2026. Parce que je suis convaincue que des contenus vraiment réalistes sur le sujet sont nécessaires et utiles. Personnellement, j'adore me glisser dans les coulisses d'autres entrepreneurs. Et aujourd'hui, je te propose de te glisser dans mes coulisses. Si toi aussi tu es entrepreneur, créateur de contenu ou photographe, cette vidéo est pour toi. Tu peux même prendre de quoi noter pour récolter plein de petites idées, des bonnes pratiques, des choses à éviter pour implémenter dans ton business l'année prochaine. Allez, c'est parti! Je suis photographe branding, donc je crée des photos pour les entrepreneurs, les marques et les lieux d'exception et je les aide à mettre en lumière ce qui les rend uniques et pertinents pour leurs clients de rêve. Voilà un petit peu pour le contexte général. Cette année, j'ai réalisé 43 shootings et honnêtement, j'ai très peu de fails sur cette partie-là. Du coup, on va commencer par les wins, les victoires côté photo. La plus grande victoire, c'est que dans 98% des cas, j'ai eu des clients géniaux. Très sympas, qui me faisaient confiance à 100%, qui m'ont payé à l'heure et avec qui toute la préparation du shooting a été super fluide. Et honnêtement, je mesure ma chance. Et je vous dis merci. Si on a fait un shooting cette année ensemble, tu es une rockstar et je te remercie 1000 fois pour ces moments partagés. Et mention spéciale pour tous ceux qui ont été adorables quand je me suis cassé le pied. J'ai dû décaler plusieurs semaines de shooting, mais je n'ai perdu aucun client et surtout, je me suis sentie entourée, respectée, choyée et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien dans une période qui n'était pas facile émotionnellement. Deuxième point, c'est que j'ai vraiment réalisé des photos dont je suis fière. Et c'est important de le dire parce que je discute souvent avec des photographes qui me disent qu'ils font beaucoup de projets perso pour pouvoir s'amuser et changer un peu des projets clients. Et pour le coup, je comprends l'idée, mais je ressens assez peu ce besoin. En fait, je peux déjà être super créative, laisser libre cours à mes idées sur mes projets clients. Donc, est-ce que j'aimerais avoir plus de temps pour tester de nouvelles choses en photo, pour m'amuser, pour expérimenter? Bien sûr, mais j'ai pas l'impression d'être bridée au niveau créatif par mes projets clients. Au contraire, je me sens stimulée, challengée et j'adore. Franchement, des shootings, les pieds dans l'eau, au fond studio coloré, en passant par les fêtes foraines, les forêts, les apparts sublimes, de Paris à Nice, en passant par Nantes, Bordeaux, Brest, les montagnes du Verdon ou de la Suisse. J'ai vraiment fait de belles photos pour de belles personnes et j'en suis si heureuse et si fière. C'est une énorme victoire 2025. Autre victoire un peu différente, c'est que je me suis autorisée à refuser des clients avec lesquels je le sentais moins. Pas de feeling, trop de red flag. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et à chaque fois, je me répète mon mantra, suis la joie. T'as pas quitté le conseil pour subir ton quotidien. C'était un de mes objectifs en quittant mon CDI en tant que manager et consultante dans le conseil. J'avais envie de pouvoir choisir mes clients et de bosser avec des personnes que j'appréciais et que je respectais et que je valorisais. Du coup, même si aujourd'hui parfois c'est difficile, même si j'ai peur de manquer d'argent, même si y a plein de petits challenges qui peuvent me donner envie de dire oui, même si je devrais dire non, je me tiens à cette promesse que je me suis faite. Autre victoire, j'ai eu une petite baisse de création, de créativité, d'inspiration au début de l'année 2025. Ça, c'est pas une victoire en soi. Par contre, la victoire, c'est que au lieu d'attendre que ça passe, j'ai mis en place des actions concrètes qui m'ont reboosté. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo entière sur mes 10 habitudes qui ont reboosté ma créativité et m'ont permis de retrouver l'inspiration. Je te la mettrai en description. J'ai appris le journaling, je me suis prévu des sorties pour shooter pour le plaisir, j'ai pris des repos. Bref, tout ça m'a fait vraiment du bien et j'ai pu continuer l'année sur des meilleures bases. Autre petite victoire, j'ai fait de plus en plus de photos en studio et j'ai adoré. Alors qu'à la base, j'avais un énorme a priori. Pour moi, les photos studio, c'était vraiment du fond noir ou blanc, pré-corporate, sans âme, etc. Bref, pas du tout moi, pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et en fait, j'ai appris à mettre ma personnalité dans des photos studio. Donc de la couleur, des directions artistiques léchées avec des accessoires, m'amuser davantage avec les lumières. C'était vraiment un bel apprentissage et je suis super fan de ces photos. Maintenant, passons au fail. Mon premier fail, c'est que j'ai eu 2 clients un peu plus problématiques cette année. Bon, finalement, 2 sur 43, c'est pas énorme. Honnêtement, le ratio est bon, mais je le note quand même parce que c'est la vraie vie. Des fois, on a des clients où même s'il n'y avait pas forcément de red flag au début, et ça se passe pas très bien. L'un d'eux avait complètement changé d'avis entre son workshop et sa séance. Finalement, un des 2 lieux que j'avais proposé, qu'on avait validé ensemble, lui allait plus. Finalement, il n'avait pas besoin de plus qu'1h30, alors qu'on avait 3 heures. Les tenues qu'on avait validées avant ont été oubliées, etc. Bref, toute la séance a été très compliquée et j'ai vraiment dû prendre sur moi pour rester zen et trouver des solutions, etc. Alors qu'il m'avait évidemment pas du tout prévenu de ça avant d'arriver en séance. Tout ça pour ne plus jamais avoir de retour suite à sa galerie de sélection, alors que honnêtement, vu le contexte, je trouve que les photos étaient vraiment canon. J'ai jamais été payée du solde, mais pour le coup, vu qu'il a non plus jamais reçu ses photos,
L'un dans l'autre, j'ai lâché l'affaire parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai pas perdu d'argent, vu qu'encore une fois, je ne lui ai pas envoyé photos, j'ai pas retouché ses photos. C'est ok, je suis passée à autre chose, juste c'est une information à prendre en compte pour les prochains red flags. Et le deuxième client problématique, c'était un peu différent, c'est quitté en bon terme. Une fois la galerie de sélection reçue, il m'a dit qu'il voulait recevoir toutes les photos non retouchées aussi du shooting, ce que je ne propose pas, ce que je ne veux pas faire. Et il s'est un peu agacé que je fasse pas d'exception. Je suis très sympa comme personne, j'ai même une tendance un peu people pleaser parfois. Par contre, je peux être un peu sanguine sur ce genre de sujet parce que quand l'information a été donnée en amont, devis, contrat, guide de bienvenue, etc., et qu'ensuite la personne fait preuve d'un peu de mauvaise foi et essaie de faire pression sur moi, je le prends assez mal, je le prends un peu comme un manque de respect. Mais du coup, j'ai pris sur moi pour ne pas lui répondre tout de suite et j'ai tenu ma ligne tout en restant diplomate. Mon contrat, mon devis sont béton, tout avait été bien expliqué en amont, donc j'ai expliqué pourquoi c'était pas possible. J'ai replacé la responsabilité où elle était, à savoir je suis responsable de transmettre à mes clients l'information dont vous avez besoin pour prendre une décision, tu es responsable de lire ce que tu signes et de valider que c'est aligné avec ce que tu veux. Et finalement, on s'est quitté en bon terme. Donc c'est pas horrible, mais j'ai quand même gagné quelque chose de blanc dans la bataille, honnêtement. J'ai envie de dire que ça arrive, c'est pas la fin du monde, des clients plus ou moins compliqués, on en a tous. L'idée, c'est juste d'apprendre à les gérer et de pas trop mettre de pression, de pas trop mettre d'affect dans ce qui se passe là. Ça arrive, genre shit happens, c'est pas grave, tu passes à autre chose et tu fais en sorte que ce soit un apprentissage pour ton business. Et là, dans les deux cas, ça a été un apprentissage pour mon business, donc j'en retire du positif. Mon autre fail sur la partie photo, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à mon positionnement sans jamais rien ancrer. En fait, en complément de mon travail en personal branding pour les fondateurs, les entrepreneurs et les artisans, j'avais très envie de développer mon travail pour les marques et des lieux d'exception. C'était vraiment une de mes priorités de l'année, sauf que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ma cible parce que j'aime faire plein de choses différentes. J'aime la photo d'archi, j'aime les métiers d'art, j'aime l'industrie, j'aime aller shooter dans des usines, j'aime faire des produits lifestyle, j'aime le wellness. En fait, j'aime plein de choses différentes. Et j'ai vraiment essayé de me spécialiser sur une niche, sur la partie marque. J'ai vraiment essayé de prendre un seul angle d'attaque parce que oui, je comprends que c'est plus simple en termes de communication, de prospection, etc. Du coup, j'ai passé tellement de temps à réfléchir et à ne pas réussir à prioriser que j'ai rien fait du tout. Voilà. Ça, c'est vraiment un de mes plus gros fails. Mais avec le recul, je me rends compte aussi que c'était peut-être une forme de procrastination active parce que finalement, l'étape d'après, une fois que tu as défini avec qui tu avais envie de bosser, c'est d'aller les chercher, de faire de la prospection. Et je sais que je suis encore pas du tout à l'aise avec ce sujet-là. Donc je pense que c'était un peu une forme de procrastination. Et maintenant que j'ai identifié ça, je me prendrai moins la tête l'année prochaine. Ça fait une excellente transition avec la partie des intentions 2026. Ma première intention en 2026 côté photo, c'est de me challenger et prospecter. Mais plutôt que de définir des secteurs précis et de pré-packager des offres, je vais le faire à l'intuition, au feeling et au plaisir. Je veux faire une liste de 100 entreprises et entrepreneurs que j'adore et que j'aimerais mettre en lumière, tous secteurs confondus. Et je vais en contacter au moins une partie, sans attendre que mon portfolio soit parfait, juste avec de l'intention et des étoiles plein les yeux. Niveau séance photo, je veux juste continuer sur cette lancée, continuer de photographier des entrepreneurs et des fondateurs ambitieux, talentueux, qui sont porteurs d'excellence, qui ont envie de servir leurs clients et qui portent de belles valeurs. That's a dream, honnêtement. Je veux aussi shooter davantage pour le plaisir et me challenger un peu plus niveau technique. Il y a eu du mieux par rapport à l'année précédente, mais j'ai quand même envie d'aller plus loin, de tester par exemple plus de flash, de tester plus de variété dans les setups de lumière. J'ai envie de faire des directions artistiques un peu plus travaillées, avec plus d'accessoires, plus de couleurs, etc. Donc voilà, j'ai envie de shooter pour moi, pour mon business aussi, mais pour moi, et de tester des choses différentes et de juste m'amuser. Ce sera vraiment une de mes intentions 2026. Et je pense que c'est une intention que j'aurai toute ma vie en tant que photographe parce que c'est ultra important de tester des choses pour soi-même. Et j'ai aussi envie de juste sortir avec mon appareil photo. Donc en gros, de toujours avoir mon appareil photo sur moi. Alors, soit mon vrai appareil, soit mon iPhone, soit je réfléchis même à acheter un petit Fujifilm X106 ou un XE5 parce que je me dis que c'est peut-être plus simple à avoir sur moi, que ça me permettrait de séparer entre mon matériel pro et mon matériel perso. D'ailleurs, si tu es photographe et que toi aussi tu as fait cette séparation entre ton matériel pro, ton matériel perso, ou que tu as un des deux appareils photo que j'ai mentionné, franchement, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse d'en discuter avec toi et d'avoir ton avis. Maintenant qu'on a abordé la partie photo, je vais te partager mes victoires, mes échecs et mes intentions de diversité concernant mon écosystème de contenu. Aujourd'hui, je suis présente sur un certain nombre de plateformes, des contenus longs et étoffés, donc en YouTube, newsletter, des réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Pinterest très ponctuellement. J'aime créer du contenu, je considère pas du tout ça comme une corvée. Par contre, je manque de temps. Et donc, il faut que je sois efficace et réaliste sur ce que je peux réellement produire dans le temps que j'ai. Parce que, en fait, aujourd'hui, créatrice de contenu, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être photographe,
stratège de marque, formatrice. Et du coup, il faut que j'arrive à être réaliste dans ce que je peux produire. Quelques victoires sur ce point-là. Déjà, j'ai eu quelques leads qui venaient de LinkedIn. Ça se diversifie, ça c'est intéressant. Pendant très longtemps, il n'y a eu que Instagram et le site. Maintenant, il y a LinkedIn qui arrive dans le mix, c'est très cool. Deuxième win, j'ai pris du plaisir à communiquer, notamment sur Instagram, YouTube et en newsletter. J'ai aimé en fait communiquer davantage, tester des formats différents, diversifier mes sujets, poster plus et vraiment poster sans même attendre que ce soit parfait. J'ai aussi adoré me lancer sur YouTube. Je suis encore une toute petite chaîne par ici, mais ça me fait vraiment plaisir. Ça me permet d'aborder des sujets plus en profondeur, d'interviewer des entrepreneurs que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est chouette et je suis très très fan du format. Bref, mon win principal, c'est vraiment que j'ai pris plaisir à communiquer et à diversifier mes contenus cette année. Mais j'ai aussi pas mal de fails. Instagram, je peux résumer en une phrase, beaucoup de temps, peu de résultats. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir posté en moyenne 4 fois par semaine avec des pics à poster tous les jours pendant des challenges. Ça n'a pas rapporté grand-chose. Alors oui, j'ai augmenté un petit peu mon nombre d'abonnés, oui, j'ai augmenté un peu mon engagement, mais pas de manière drastique. J'ai pas eu forcément beaucoup plus de leads, etc. Donc, je suis fière des contenus que j'ai faits. Je pense qu'il y a vraiment des contenus qui sont très cool, mais je trouve que par rapport au temps que j'ai investi pour créer ces contenus, le ROI n'est pas encore tout à fait là. LinkedIn, c'est un peu différent. Pareil, j'ai l'impression de pas du tout avoir énormément d'engagement, mais en même temps, je sais que je suis pas vraiment les codes de la plateforme. J'ai vraiment un problème de régularité sur cette plateforme. J'alterne amour et haine avec LinkedIn. Et pourtant, je pense sérieusement que c'est une des plateformes sur laquelle j'ai écrit parmi mes meilleurs contenus cette année. Des partages spontanés, à cœur ouvert. Et je pense que c'est là aussi que j'ai des discussions ultra intéressantes en commentaire. Mais j'ai vraiment du mal à passer beaucoup de temps sur sa plateforme, à être présente juste après la publication, à commenter régulièrement, etc. J'ai juste du mal à prendre cette habitude et à caser ça dans mon planning. Et du coup, forcément, mon engagement et mon reach sont vraiment bas. Et même si je sais que c'est pas du tout les seules métriques à prendre en compte, bah forcément, c'est un peu décourageant, on va pas se mentir. La newsletter, j'adore la newsletter, j'adore écrire. Mais j'ai pas du tout été assez régulière cette année. Franchement, j'adore le format, mais j'ai du mal avec le manque d'interactivité. En fait, j'ai besoin d'un shoot de dopamine quand je publie un contenu. Et là, le fait de ne pas avoir grand monde qui répond ou qui réagit, bah, j'ai pas ce petit boost de dopamine. Et j'ai aussi eu du mal à savoir quoi dire et comment placer la newsletter dans l'écosystème de mes contenus. Et du coup, quand je suis dans le flou, bah, je procrastine. Donc, j'ai procrastiné. Et enfin, YouTube. Alors, c'est pas un fail en tant que tel, mais j'avais clairement sous-estimé le temps nécessaire pour créer des vidéos. Franchement, entre préparation, tournage et surtout montage, damn, c'est long. Du coup, ça m'est arrivé d'aller jusqu'à 1 mois entre 2 vidéos, ce qui n'est pas idéal niveau algorithme, niveau croissance de compte, etc. Donc voilà, ma croissance est un peu mini, mais déjà, je ne sais pas forcément à quoi m'attendre. Je ne suis pas du tout une experte par ici. Et surtout, j'y vais sans objectif parce que pour moi, YouTube, c'était vraiment ma plateforme plaisir, mon outlet créatif. Donc même si j'ai pas de résultat, en vrai, ça me fait plaisir et on va dire que ça compense. Et le dernier fail qui finalement regroupe tout ça, c'est que ça m'a demandé beaucoup de temps parce que j'ai quasiment tout fait toute seule en création de contenu cette année. J'ai passé 245 heures à faire de la com cette année, ce qui représente grosso modo 15% de mon temps de travail global. J'ai eu une tentative de recruter une monteuse pour YouTube et les shorts, mais malgré un très cool fit humain, ça n'a pas fonctionné et je suis toujours à la recherche d'un monteur talentueux pour rejoindre ma team. Mais sans pression, je le trouverai quand je le trouverai, c'est pas grave, en attendant, je peux faire. Du coup, mes intentions concernant la création de contenu et l'écosystème de contenu. Première intention 2026, c'est de repenser mon écosystème de contenu global pour me concentrer sur ce qui m'apporte de la joie et le ROI en termes d'argent, mais aussi en termes de temps. Du coup, je vais réduire sur Instagram, moins de vidéos ad hoc, plus de photos, donc des carousels de séances, plus des photos spontanées de mon quotidien, plus du recyclage de mes contenus longs, newsletter et YouTube. Donc je vais passer, je pense, à 2-3 posts par semaine max. LinkedIn, pareil, 2 posts par semaine max, c'est plus faisable pour moi par rapport à 3 ou 4. Mais par contre, je vais essayer de commenter et de faire des MP 3 fois par semaine pour favoriser les interactions et rencontrer des gens, tout simplement. Sur YouTube, je veux vraiment me tenir au rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Et donc, je veux recruter une monteuse fiable et régulière. Ce sera mon objectif 2026. Pour YouTube, je vais vraiment garder 2 types de contenus principalement. Les T-Talks, donc les interviews avec des entrepreneurs inspirants, talentueux, que j'adore. Et en même temps, deuxième type de contenu, des partages spontanés, créativité, entrepreneuriat, création de contenu, photos, joie, vraiment mes sujets d'intérêt, d'expertise sur lesquels j'ai envie de passer du temps à créer du contenu, tout simplement. Voilà, de manière générale, j'ai vraiment envie de continuer à développer ma marque personnelle en tant que photographe et créatrice de contenu. J'ai toujours très envie de parler photo et personal branding, mais je voudrais aussi parler plus largement de créer un business au service de sa vie et du coup, toutes les facettes de ce sujet-là que j'ai mentionné juste avant. Voilà, c'est un beau programme, je trouve, pour 2026. Ce sera déjà pas mal de travail. On a parlé de la création de contenu, on a parlé de la photo. Maintenant, on va parler de la formation et de ma casquette de formatrice. Depuis 2 ans, j'ai ajouté une corde à mon arc. Je propose des formations et des ressources digitales
Jusque-là, c'était uniquement à destination des photographes, et notamment des photographes spécialisés en B2B, donc qui travaillent pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les professionnels de manière générale. J'ai plusieurs formations qui leur sont dédiées sur la direction artistique, sur la préparation d'une séance photo, sur le fait de mettre à l'aise son client pendant la séance photo, sur les droits d'auteur, et même un guide de posing pour aider les photographes à poser leurs clients dans des portraits de branding qui sont chouettes, qui sont naturels. Mon fail, je commence par le fail pour ça. Mon fail, c'est que cette année, j'ai pas du tout fait avancer mon business sur cette partie formation pour les photographes. J'ai que très peu communiqué dessus, donc j'ai quand même fait quelques ventes. C'est la beauté des réseaux sociaux, la beauté d'un bon SEO et d'un tunnel de vente bien pensé, mais c'était pas du tout à la hauteur de mes ambitions et pas du tout à la hauteur de la qualité de ces formations dans lesquelles j'ai mis tout mon cerveau. En fait, j'ai une newsletter dédiée, mais j'ai du mal à écrire, j'ai du mal à donner une vraie place à ce média au milieu de tous les autres contenus, du mal à voir l'impact que j'avais sur ces photographes. Pareil, j'avais une communauté en ligne que j'avais lancée il y a un an et demi, pour ces photographes notamment, et finalement, je l'ai fermée parce que, pareil, ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et j'adorais l'animer, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de monde au rendez-vous, ce que je comprends parce qu'il y a tellement de trucs qui existent en ligne. Je trouve que admin communauté gratuite, c'est ultra complexe et je m'en suis vraiment rendu compte. Donc voilà, sans rancune, sans regret, on a partagé des très chouettes moments et je sais que l'animation de communiqué, c'est très complexe, très chronophage, d'autant plus quand c'est gratuit. Donc pas de regret, mais c'est un de mes petits échecs de cette année de pas avoir laissé assez de place à ces formations pour les photographes parce que j'y crois fort, j'adore former mes pairs, j'adore accompagner mes pairs. Et j'ai juste pas passé assez le temps à le faire cette année. Par contre, j'ai quand même une victoire, c'est que j'ai quand même fait quelques ventes et surtout, j'ai eu des beaux échanges avec d'autres photographes, donc via la newsletter, via des événements, via des rencontres impromptues dans un bar notamment. J'avoue qu'être reconnue dans la rue, ça m'arrive encore très rarement et c'était drôle. Ça m'a vraiment donné envie d'échanger, de rencontrer, de brainstormer, même si je suis encore incertaine sur le format que ça va prendre. Donc ça, c'est mon premier win plutôt côté formation vers les photographes. Mais je pense que mon plus gros win côté formation, c'est d'avoir pensé, conçu, lancé et vendu une formation en moins de 3 semaines. Et sur une cible complètement différente de ce que je fais d'habitude. En fait, j'avais vraiment envie d'aider les entrepreneurs à créer du contenu et notamment créer leurs propres photos pro. Je sais, tu vas te dire que je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis assise, mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je suis persuadée que c'est une question de complémentarité. Oui, c'est très chouette d'avoir de très belles photos branding, très léchées, artistiques, créatives, qualité professionnelle. Des choses où vraiment c'est waouh, tu vois, c'est la power shot où ça va marquer les esprits. Et en même temps, je suis convaincue de l'importance des photos spontanées, que ce soit dans un feed, dans la création de contenu de manière générale. Je pense que c'est très chouette d'avoir des photos un peu spontanées de ton quotidien, de tes coulisses. Même si c'est imparfait, même si c'est pas forcément bien pensé, je trouve que c'est la complémentarité entre les deux qui te permet d'asseoir toutes tes facettes et de vraiment travailler ta marque personnelle. Et donc, j'avais envie d'aider les gens sur cette partie-là. Puis, je suis aussi très consciente que tous les entrepreneurs n'ont pas l'argent d'avoir un photographe qui les shoote 2, 3, 4, 5, 6 fois par an. C'est le cas pour certains de mes clients, mais c'est pas le cas de tous mes clients. Et malgré tout, ils ont besoin de photos pour leur site, leur réseau, etc. Et donc, je me suis dit qu'il devait y avoir une alternative qui ne repose pas sur la génération de fausses photos en IA ou passer des heures à chercher dans des banques d'images vues et revues. Du coup, j'ai décidé de lancer ma formation pour aider les entrepreneurs et les créateurs de contenu à prendre leurs propres photos. C'est Shoot It Yourself. J'ai passé des mois à y penser, mais il a suffi de 2 semaines pour passer de l'idée au projet. Mi-novembre, j'ai vraiment eu un déclic pour passer à l'action après des échanges avec mes copains entrepreneurs. Et 2 semaines plus tard, je lançais les préventes de la formation. Oui, franchement, une fois que j'ai une idée en tête et que j'ai le déclic, ça peut aller extrêmement vite. J'y vais à fond, je bosse 10 heures par jour et je suis lancée. Depuis, je m'amuse comme une folle à créer la formation, du coup, qui sera progressivement livrée jusqu'à fin janvier. Donc, je suis à fond dans ma zone de génie, je crée, j'enregistre, je monte, je réfléchis à l'ingénierie pédagogique que j'adore, je suis trop contente. Honnêtement, je suis assez contente de ces préventes. J'ai fait un nombre de ventes qui est respectable par rapport aux conditions dans lesquelles j'ai lancé et par rapport surtout au fait que c'est une prévente, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout de suite la formation. Donc, honnêtement, je suis plutôt contente de ce lancement. J'étais très contente de moi et très contente des contenus que j'ai fait aussi dans l'urgence. Donc voilà, ça fait 3 fois que je dis que je suis très contente, mais je suis très contente de cette formation. Et les premiers échanges que j'ai eus avec mes premiers clients, je crois qu'il n'y a que des femmes, avec mes premières clientes, ont été vraiment une confirmation de toutes les hypothèses, tous les pressentiments que j'avais sur ce sujet. Donc vraiment trop heureuse et trop hâte de leur livrer la formation l'année prochaine. Du coup, c'est simple, mes intentions pour la formation, c'est d'un côté livrer Shoot It Yourself, donc de finir tous les modules d'ici fin janvier, et il y a du taf, plus surtout organiser un nouveau lancement en mars et mettre en place tous les systèmes pour que la formation tourne en evergreen à partir de fin mars.
Et donc, ma deuxième intention, c'est de mettre à jour certaines des ressources pour les photographes, pour leur donner encore plus de valeur. Et enfin, voir comment je veux communiquer sur ces formations photographes. Est-ce que c'est newsletter? Est-ce que c'est événement physique? Je ne suis pas encore certaine de ce que j'ai envie de faire. Il faut juste que je laisse décanter encore un petit peu. Mais je sais que je veux faire quelque chose pour eux, je ne veux pas les abandonner. Je veux continuer à créer du contenu et à créer des formations pour eux. Il faut juste que je vois comment je place tout ça dans tous les projets que j'ai pour 2026. Maintenant qu'on a parlé de mes différentes sources de revenus, donc la photo, la formation et la création de contenu, on va parler sur les revenus en question. Et donc on va aborder une partie finance. C'est parti. Côté finance, alors je sais que c'est compliqué pour beaucoup de freelances et d'entreprises cette année. Honnêtement, autour de moi, j'ai vu plusieurs entrepreneurs retourner au salariat pour plus de sécurité et de sérénité, ce que je comprends tout à fait. Et j'ai vu beaucoup tirer la langue et avoir peur parce qu'ils ne vendaient pas suffisamment, ou en tout cas moins que les années précédentes. Je pense qu'il y a plein de facteurs à ça. Déjà, je pense que de manière générale, le moral n'est pas vraiment au beau fixe dans la vie quotidienne, en France et dans le monde entier, politique, économie, sociale, etc. C'est pas génial. Et quand on a peur que la situation politique et économique se dégrade, on a un peu plus de mal à investir sur son entreprise. On a plutôt tendance à garder la trésorerie, à garder le maximum qu'on peut pour se faire un petit matelas de sécurité. Je pense aussi qu'il y a eu un âge d'or de l'entrepreneuriat digital et du freelancing pendant et après le Covid. Et cet essor est un peu fini, on revient à des niveaux pré-Covid qui sont un peu plus normaux. Sauf pour certaines professions qui continuent à souffrir parce qu'il y a eu des changements systémiques, des changements plus globaux. Et ça, c'est mon troisième point, la troisième cause pour moi, c'est que certaines professions sont impactées durablement par des changements de comportement en fait, de la part de leurs clients. C'est le cas des rédacteurs web et des copywriters qui pâtissent de l'IA. C'est le cas des graphistes, parce qu'il y a 10 ans, il fallait des compétences ultra pointues, il fallait maîtriser des logiciels pro pour pouvoir faire un flyer, et qu'aujourd'hui, avec Canva, en 10 minutes, tu peux t'en sortir. Ce sera jamais aussi bien que fait par un pro, mais ça convient à la majorité des besoins aujourd'hui. Et pareil pour les photographes, parce qu'en fait, avec l'essor des téléphones et de leur capacité en photo, plus les réseaux sociaux, c'est devenu de plus en plus simple de prendre ses propres photos. Et donc, on fait moins appel aux photographes. Ça pour dire que beaucoup de métiers sont impactés et j'ai l'impression que cette année a été vraiment dure pour beaucoup d'entrepreneurs. Mon fail cette année côté finance, ça a été le manque de sérénité par rapport à l'argent. L'impression de beaucoup bosser pour finalement avoir assez peu de pièces d'or dans mon porte-monnaie à la fin du mois. En fait, déjà, j'ai senti que c'était plus dur. J'ai senti que je vendais moins facilement, que je devais davantage accompagner les ventes, relancer, réseauter, aller chercher les clients. Bref, j'ai senti que c'était moins facile que les années précédentes et j'ai eu peur de manquer d'argent, peur de ne pas atteindre mes objectifs, etc. Et je pense vraiment que cette anxiété autour de moi était ultra néfaste. En fait, j'avais l'impression que, vu que c'était horrible pour tout le monde et compliqué pour tout le monde, je me disais que ça allait forcément être dur pour moi aussi. Donc, j'étais vraiment dans une énergie de manque d'argent et de peur et d'anxiété. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est plutôt ma victoire de cette année. J'ai la chance de ne pas avoir été énormément impactée et d'avoir fait un bon chiffre d'affaires. Même si en fait je m'entends parler et je dis chance, mais c'est pas du tout de la chance, c'est beaucoup de travail, de bonnes stratégies, une bonne expérience client qui a fait marcher le bouche à oreille et la fidélisation, c'est pas du tout de la chance. Mais en tout cas, ma victoire, c'est que mon chiffre d'affaires est en hausse, pas une énorme hausse, 9-10%. Alors c'est pas encore fini parce que potentiellement des choses qui vont se facturer là en fin d'année. Il y a toujours un peu la clôture des bilans et mes clients signent les derniers contrats en général 2-3 jours avant la fin d'année. La hausse va pas être forcément énorme, mais malgré tout, c'est une hausse de chiffre d'affaires, ce qui est plutôt intéressant. Et surtout parce que par les chiffres d'affaires sans parler rentabilité, c'est absurde et ça ne sert à rien. J'ai fait environ 65% de marge, donc bien sûr sans compter mes salaires, mes dividendes, etc. Je suis en SAS, ça taxe fort, donc c'est forcément un peu différent. Ça ne veut pas dire que j'ai 65% dans ma poche, mais en tout cas, c'est-à-dire que quand je prends mon chiffre d'affaires et que j'enlève mes charges de fonctionnement, il me reste à peu près 65% de marge et c'est un bon chiffre. Et ce, malgré 6 semaines d'arrêt pour un pied cassé et je crois que j'ai pris à peu près 5 semaines de vacances bout à bout. Donc honnêtement, c'est une bonne année, c'est un bon chiffre. En termes de CA, je me fixe toujours 3 niveaux d'objectifs. Le c'est OK, le je suis vraiment très contente et le OK, c'est vraiment génial, on fait la fête, on sort le champagne. J'ai atteint celui du milieu, c'est-à-dire que j'ai atteint le je suis vraiment contente. J'ai pas atteint le top génial, on sort le champagne. Ce sera peut-être pour l'année prochaine, mais je suis quand même vraiment contente de moi. Je le considère pas comme un fail comme par rapport à tout ce que je disais avant. Honnêtement, vu la perception que j'avais de cette année, je suis déjà très contente d'avoir fait ce chiffre-là.
J'ai largement de quoi faire de la trésor pour l'année prochaine, de me rémunérer, etc. Donc vraiment, je suis très, très, très contente niveau financier, finalement. Je suis contente de mon année et je suis rassurée de mon année aussi, de mes perspectives pour 2026. Ma seule intention côté finance en 2026, c'est d'optimiser mon administratif. Je suis en train de réfléchir à potentiellement changer de statut pour passer en EURL. Il y a plein de choses à prendre en compte. Je suis très bien renseignée, mais j'ai du mal à avoir des informations fiables qui prennent tout en compte, pas juste mon business, mais les possibilités que j'envisage dans les 3-4 prochaines années, mon patrimoine personnel, ma vie de famille, etc. Bref, j'ai du mal à avoir une vision très très claire, mais c'est vraiment ma priorité du premier trimestre 2026, de clarifier tout ça, de prendre une décision pour optimiser au maximum ce que je peux me rémunérer, ma protection sociale et les impôts. Parce que pour le coup, je suis contente de payer des impôts en France. Ça sert à plein de choses, aux hôpitaux, à l'éducation, etc. Donc le but n'est pas d'enlever mes impôts, juste de faire en sorte que je trouve un mix cohérent entre les impositions, mes revenus et ma protection sociale. Bon, voilà un peu mes intentions de 2026 concernant la partie finance. Et puis forcément, signer plein de clients et faire un énorme chiffre d'affaires, ça c'est l'objectif de tout entrepreneur, je pense. Et on va passer à la dernière partie sur la qualité de vie et le plaisir. On finit par le meilleur truc. Qualité de vie et plaisir, j'en fais un pilier à part parce qu'à mon sens, c'est vraiment essentiel. Je veux construire un business au service de ma vie et pas adapter ma vie à mon business. C'est vraiment un de mes principes fondamentaux et ça recoupe plein d'aspects différents. D'ailleurs, je te parle de mes convictions à ce sujet et des différents piliers envisagés dans une des toutes premières vidéos YouTube que j'ai fait sur cette chaîne. Je te mettrai le lien en description. Mes victoires de cette année, c'est que j'ai pu gérer mon temps de travail quand je le voulais et ne pas le subir. Mon temps de travail est correct avec une moyenne à 7 heures par jour. Je traque tout mon temps dans Toggle. Donc en fait, je sais combien de temps je passe sur chaque projet, etc. Ce qui permet d'avoir des métriques super fiables à la fin d'année. Donc j'en suis à 7 heures par jour ouvrable, donc j'enlève les week-ends et les jours fériés. Honnêtement, je viens du monde du conseil où ça m'est arrivé de faire du 6h, 23h, et pas qu'une fois. Donc 7 heures par jour, je trouve ça plutôt sain. Bien sûr, j'ai eu des périodes très chargées, donc jusqu'à 12 heures, 13 heures de travail par jour. Quand l'envie était là, quand j'avais de l'énergie, quand j'avais des deadlines clients ou des contenus à produire, c'était pas toujours facile, toujours évident. Mais j'ai aussi pu prendre des jours off un peu à la volée pour passer du temps avec mes parents et mes grands-parents ou les aider dans des événements de vie. Et j'ai aussi pu prendre soin de moi quand j'en avais besoin, m'arrêter à fond quelques jours quand je me suis cassé le pied, adapter mon planning en fonction de mon inspiration et de mon niveau d'énergie, bosser de manière plus chill quand j'ai eu des poussées de ma maladie chronique, etc. Bref, dans l'ensemble, je n'ai pas subi mon business. J'ai pris beaucoup de plaisir dans mon business cette année et ça, c'est vraiment important. Bref, j'ai pas subi mon business et ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas à dire pouvoir changer tout son planning du jour au lendemain sans avoir de compte à rendre à personne. C'est absolument génial. Honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression que tout le travail que j'ai fait depuis 5 ans, donc de bien penser mes modes de fonctionnement, de processer au maximum, de mettre mes limites, de bien cadrer et accompagner mes clients, de miser à fond sur l'expérience client et la fidélisation, a vraiment payé cette année. Parce que j'ai pu avoir un plutôt bon équilibre entre mon travail et ma vie perso. Autre win, j'ai participé à de chouettes événements business, des rencontres mensuelles du club de l'Anti-Business Club que j'ai lancé près de chez moi. Ça fait 1 an et j'adore notre groupe, toujours ultra challengeant, ultra stimulant de se retrouver, de brainstormer, de se soutenir. Et d'ailleurs, tu as peut-être un club Anti-Business Club près de chez toi. Si tu as envie de rejoindre un groupe business pas comme les autres, regarde le lien dans la description. Tu peux profiter d'un essai gratuit de 30 jours de la plateforme digitale et une rencontre en local. Vraiment, test, c'est trop bien. Moi, ça fait 1 an et je ne pourrais plus faire sans. J'ai aussi participé au festival Roller Coaster en avril à Bruxelles. C'était un moment très très cool entre entrepreneurs avec des conférences motivantes, inspirantes, une bouffée d'air frais. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est d'ailleurs suite à cet événement que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Ça m'a fait un vrai déclic. Donc vraiment, c'est un beau win, une belle victoire. Par contre, forcément, j'ai aussi eu des échecs sur cette partie-là. Mon premier échec, c'est sur la délégation. J'ai eu pas mal de couacs cette année, une grosse charge mentale par rapport à ça, des résultats pas forcément au niveau, ça m'a pas déchargé autant que je l'aurais voulu. Mon second fail, c'est l'automatisation. Je voulais y consacrer mon dernier trimestre pour vraiment voir qu'est-ce que je pouvais automatiser dans mon business pour me libérer de la charge mentale. Et finalement, le lancement de Shoot It Yourself a tout bousculé et j'ai manqué de temps. Du coup, mes intentions en 2026 par rapport à qualité de vie et plaisir, déjà, on va faire un gros voyage. Donc, je vais couper quasiment entièrement pendant 3 semaines. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de vraiment couper à 100%, mais là, vraiment, je vais tout mettre en pause parce que c'est un voyage dont je rêve depuis longtemps. On va en Australie. J'ai beaucoup trop hâte et je compte vraiment en profiter à fond. Évidemment, je prendrai mon appareil photo pour faire des photos. Je suis photographe, mais ce sera pour moi et pas forcément pour le boulot. Deuxième intention, c'est de trouver le bon mix entre délégation et automatisation. Ce sera vraiment mon combo gagnant de 2026. Je veux affiner mes process, repenser les délégations pour gagner en fluidité et ajouter de
et ajouter de l'automatisation quand je trouve ça pertinent. Troisième intention, je veux développer mon réseau et rencontrer plein d'entrepreneurs talentueux. En fait, je voudrais participer à au moins 3 événements business dans l'année et caler un échange avec un autre entrepreneur ou artiste une fois par semaine. Ça peut être un café, un dev, une visio, peu importe. En fait, autant j'ai du mal à garder le contact en ligne, avec mes potes c'est pareil, je peux mettre 3 semaines à répondre à un message WhatsApp, autant j'adore papoter. Donc je me fixe vraiment cet objectif qui est mi-stratégie, mi-plaisir de rencontrer des gens régulièrement, développer mon réseau et juste profiter d'avoir des gens trop cool autour de moi avec qui je peux prendre un café ou aller déjeuner. Alors voilà, si je devais résumer 2025 en une phrase, ça a été une année de consolidation, d'expérimentation et de réflexion. J'ai compris que j'avais pas besoin d'avoir 10 plateformes différentes pour créer du contenu qui a du sens. Que dire non à des clients, c'est aussi dire oui à ma liberté. Que lancer vite vaut mieux que de procrastiner pendant des mois. Et surtout que suivre la joie, c'est pas juste un joli mantra, c'est une boussole hyper concrète pour prendre mes décisions. Pour 2026, mes intentions sont simples. La même chose, en mieux. Donc plus de photos qui me rendent fière, plus de rencontres inspirantes, plus d'impact avec mes formations et surtout plus de plaisir et de liberté au quotidien. Et toi, c'est quoi ton mot de l'année 2025 ? Et c'est quoi ton intention pour 2026 ? Dis-moi tout en commentaire, manifeste à fond, j'ai hâte de te lire. Et si cette vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je te retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur un sujet complètement différent. D'ici là, prends soin de soi et suis la joie. Bye bye!